on a frappé au Nigeria. Le problème n'est pas qu'on frappe, mais qu'on nous dise pourquoi on frappe et quel est le résultat attendu. Parce que si de l'océan Atlantique, on peut frapper à Kano, ça doit faire au moins 1000 à 1500 km, hein, c'est loin. On peut faire un tel travail et tuer les terroristes, puisqu'ils bombardent pour tuer les terroristes. Si c'était aussi facile, je ne sais pas pourquoi des armées entières étaient venues occuper pratiquement de force les pays du Sahel, soit disant qu'ils luttent contre les terroristes, ils n'ont jamais tué une fourmi. Si vos missiles peuvent faire le travail, faites envoyer les missiles et les armées sur place vont vérifier et suivre ce qui se passe. Mais une question de fond avant d'aller plus loin. Oui. Si le Nigeria a la capacité de frapper des insurgés béninois à Cotonou, pourquoi n'ont-ils pas les moyens de frapper leurs terroristes à Sokoto plutôt que de passer la main aux Américains? Les frappes américaines au Nigeria posent une question centrale que beaucoup préfèrent éviter. À partir de quel moment une aide sécuritaire devient-elle une mise sous tutelle? Car l'histoire récente est sans ambiguïté. Là où les États-Unis interviennent militairement, ils ne se contentent jamais d'un rôle ponctuel. Ils installent des logiques, des dépendances, des priorités stratégiques, souvent durables. Le Nigeria n'est pas un État failli. C'est une puissance régionale, un géant démographique, un acteur clé du pétrole et du golfe de Guinée. Et c'est précisément pour cela que cette intervention inquiète. Sous couvert de protection et de lutte contre le terrorisme, une autre bataille se dessine. Celle du contrôle sécuritaire, des routes énergétiques et de l'équilibre des puissances en Afrique de l'Ouest. L'enjeu dépasse donc les frappes elles-mêmes. Il concerne la souveraineté réelle des États africains, leur capacité à assurer leur sécurité sans devenir dépendants et leur aptitude à lire les intentions derrière les discours. Car en géopolitique, une règle demeure. Ceux qui frappent aujourd'hui au nom de la sécurité négocient demain au nom des intérêts. Alors, quelles sont, pour démarrer, les zones spécifiques identifiées comme point d'impact majeur de ces frappes américaines sur le sol nigérian, Didier Alao? Bon, merci Gilles. Encore une fois, bienvenue à tous ceux qui nous suivent. L'événement s'est déroulé à Sokoto, au Nigeria, dans le nord-ouest du Nigeria. Et les zones qui sont touchées, les cibles principalement, c'est les États-Unis parlent de cibles terroristes. Et selon les informations qui ont circulé, il y a essentiellement 2 cibles qui sont touchées. Et à Sokoto, nous avons des frappes qui ont touché des zones habitées comme Jabo, par exemple. Nous avons aussi Boni, Tangaza, État de Sokoto. Et nous avons aussi l'État de Kaura qui est aussi un peu touché par ces frappes-là. Il faut dire que les frappes ont été menées depuis un navire qui est positionné dans le golfe de Guinée. Et les armes qui ont été utilisées, c'est la fameuse bombe Tomahawk, et accompagné aussi des tirs avec des drones téléguidés depuis une base au Ghana. Et tout ceci constitue, il faut le dire, d'entrée de jeu, une agression pure et dure, une négation totale du droit international. Le Nigeria vient donc d'être agressé et ce qui s'est passé au Nigeria dépasse, comme vous l'avez si bien rappelé dans votre introduction, le cadre du Nigeria. Donc c'est une manière pour les États-Unis de se réinviter dans la lutte entre guillemets anti-terroriste qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest, y compris dans la zone sahélienne. Ça, ce sont évidemment les raisons qui sont avancées. On parle d'éradiquer des mouvements religieux islamiques qui persécuteraient des chrétiens. On parle également de lutte antiterroriste. Ça, ce sont les arguments de façade. J'espère que dans cette émission, nous aurons l'occasion de voir de plus près qu'est-ce qui se joue là avec ces frappes américaines non loin de l'AES. Il faut rappeler que l'État de Sokoto est situé tout juste à moins de 200 km du Niger, précisément de Maradi et de Koni.
J'ai eu l'occasion moi-même de faire cette route-là plusieurs fois. Et c'est à peu près la même distance qui sépare Cotonou de Lomé. Donc vous voyez très bien que ce qui s'est passé, c'est vraiment aux portes de l'AES que ça s'est passé. Et cela mérite d'être étudié avec beaucoup d'attention et de lucidité. Et vous avez vu quelle a été la réaction du Niger. Automatiquement, le Niger... On reviendra tout à fait. sur ces réactions, Excellence. Comment les cibles sont-elles différenciées entre les infrastructures logistiques des insurgés et les zones de forte densité civile? D'abord, il y a eu des frappes. Et curieusement, jusqu'ici, on n'entend aucun bilan. Ni les Américains qui ont fait les frappes ne nous disent qui ils ont frappé. L'État du Nigeria ne dit pas qui on a frappé, s'il y a eu des victimes, qui sont ces victimes, rien. Donc, déjà, ça pose un problème. Maintenant, les frappes, c'est la première fois que j'entends qu'il y a des terroristes à Sokoto. Parce que depuis des années, on nous a dit que c'est dans une forêt, la forêt de Sambisa, que les terroristes sont concentrés et de là, autour du lac Tchad. Donc j'ai été surpris d'apprendre qu'il y en avait aussi à Sokoto et apparemment c'était plus urgent de frapper à Sokoto que de frapper dans la forêt de Sambisa où ils sont vraiment installés, ils sont chez eux. La forêt de Sambisa, c'est une république terroriste et personne n'y touche, ni le Nigeria, ni les États-Unis. Donc on ne sait pas qui a frappé qui. Maintenant on écoute les voix, les observateurs. Certains disent ah, ça c'est une très bonne chose, on invite l'Amérique à frapper davantage les terroristes. On ne sait pas où ils sont, si on frappe toujours du mauvais côté, parce qu'un jour on risque de frapper non seulement dans la mauvaise ville au Nigeria, mais on peut frapper dans la mauvaise ville dans un pays à côté du Nigeria, parce que tout est calculé à ces fins-là. D'autres, par contre, disent non, c'est une provocation et que les États-Unis doivent faire très attention parce qu'il y aura des ripostes. Il y a même un chef religieux, le cheikh Goumi, qui ne décolère pas, qui lui a une attitude vraiment différente de l'opinion générale. Bref, on a frappé au Nigeria. Le problème n'est pas qu'on frappe, mais qu'on nous dise pourquoi on frappe et quel est le résultat attendu. Parce que si de l'océan Atlantique, on peut frapper à Kano, ça doit faire au moins 1000 à 1500 km, hein, c'est loin. On peut faire un tel travail et tuer les terroristes, puisqu'ils bombardent pour tuer les terroristes. Si c'était aussi facile, je ne sais pas pourquoi des armées entières étaient venus occuper pratiquement de force les pays du Sahel, soi-disant qu'ils luttent contre les terroristes. Ils n'ont jamais tué une fourmi. Si vos missiles peuvent faire le travail, faites envoyer les missiles et les armées sur place vont vérifier et suivre ce qui se passe. Mais une question de fond avant d'aller plus loin. Oui. Si le Nigeria a la capacité de frapper des insurgés béninois à Cotonou, pourquoi n'ont-ils pas les moyens de frapper leurs terroristes à Sokoto plutôt que de passer la main aux Le Américains? Nigeria n'a frappé aucun insurgé béninois. C'est la France qui les a frappés. Nous tous, nous le savons. Le Nigeria n'a frappé personne. On l'a envoyé. C'est un garçon de course. Si tout de suite je dis sors me taper quelqu'un, quand on t'attrape, tu dis ah c'est Kagame qui t'a envoyé. Donc c'est la France qui a frappé le Bénin. Des témoins auraient vu des avions nigérians survoler. Oui, l'avion nigérien. Est-ce qu'on n'a pas vu un avion nigérien bourré de technologie française en train d'espionner le Burkina Faso? C'est un avion nigérien. Pourquoi les Burkinabés étaient en colère? Parce qu'ils savent que en réalité ce n'est pas le Nigeria. Ils n'ont pas de problème avec le Nigeria. Que le Nigeria n'était que le bras armé d'une puissance maléfique qui veut tout pour elle seule et rien pour les autres tout autour de la planète. Donc, le Nigeria n'a frappé personne au Bénin. Il a endossé. Le lendemain, Tinubu s'est vanté d'avoir... pour lui, il croit qu'il a fait la démocratie. Lui-même, son pays n'a pas de démocratie. Mais il veut faire démocratie au Bénin. Donc, on laisse de côté le Bénin parce que ce qui s'est passé au Bénin est tel que le mieux, c'est qu'on n'en parle pas. Parce que le Bénin, c'est le seul pays, quand tu veux en parler, on attend de toi que tu mentes.
et avant que ce ne soit accepté. Donc on ne peut pas nous balader dans les mensonges parce qu'il n'y a pas de frappe nigériane au Bénin, il y a les frappes françaises. Le fameux coup d'État, aujourd'hui, on sait très bien qui a concocté quoi. Le colonel Tigri, qu'on dit être avoir le don d'ubiquité. Il est au Togo à Lomé 2, il est au Burkina au palais de Kosiyam, il est au Niger dans le palais présidentiel. Tout ça, tout ce bordel-là. Je crois que sur une télévision sérieuse, on ne va pas revenir dans ce méli-mélo parce qu'on sait qui tire les ficelles pour faire plaisir à quel bande de naïfs. Analyse, une chose apparaît clairement. Les événements évoqués ne peuvent être compris isolément. Ils s'inscrivent dans une dynamique plus large où se mêlent enjeux sécuritaires, équilibres politiques internes et intérêts stratégiques extérieurs. L'histoire récente rappelle que les choix faits dans l'urgence produisent souvent des effets durables. Et que les zones où la souveraineté devient négociable sont aussi celles où l'instabilité s'enracine. Face à cela, l'enjeu n'est pas de désigner des coupables immédiats, mais de poser les bonnes questions au bon moment. Car une société informée, consciente des rapports de force réels, est toujours mieux armée qu'une société maintenue dans l'opacité. Cet extrait n'apporte pas toutes les réponses. Mais il participe à une exigence essentielle, ne pas accepter les faits sans en interroger le sens.